Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois qu'on le voit, ce n'est pas dans un musée, c'est à l'aube, sur un parking humide d'une banlieue française, avec cette odeur aigre de carburant froid qui colle au nez. Le petit haillon est ouvert comme une bouche, et derrière les sièges, il n'y a pas de coffre. Il y a un moteur, un vrai, planté là où on devrait poser des sacs de course. Le mécanicien glisse la main dans un coin brûlant et en retire un bout de mousse noire, fondu, collé, visqueux, comme de la peau, qui aurait trop approché une flamme. Il le jette au sol. Ça fait ploc, dégoût léger. Tu te dis, c'est pas possible qu'un constructeur ait vendu ça, et pourtant, c'est exactement ce que tu es venu chercher. Renault 5 Turbo. Le monstre compact. Le jouet dangereux homologué pour la route. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras comment une petite citadine française a été transformée en arme. Pourquoi elle a laissé des traces dans la tête des gens, et pourquoi, 40 ans plus tard, elle continue de donner envie et de faire peur. Le décor, lui, n'est pas une légende. C'est la France de la fin des années 70. Les stations-service ont encore dans la mémoire collective le spectre des pénuries, les fils, les panneaux rationnement, la colère sèche des automobilistes. Dans les rues, on veut du petit, du léger, du raisonnable. Mais dans les bars, dans les magazines, dans les paddocks, on rêve encore de vitesse et de gloire. Le pays a une contradiction dans la poitrine. Économiser, oui, vibrer surtout. Renault, à ce moment-là, est partout. Dans les familles, dans les parkings d'immeubles, sur les routes nationales. La Renault 5, lancée au début de la décennie, a pris la France par la main. Pratique, maligne, compacte, rassurante, la voiture de tous les jours, celle qui pardonne, celle qui ne fait pas de bruit, sauf quand on claque la portière. Mais justement, le problème, c'est qu'elle pardonne trop, elle ne fait pas rêver. Et dans le même temps, un autre monde gronde, le monde des spéciales, des chronos, des nuits où les phares découpent la montagne en tranches blanches. Le rallye est en train de devenir un théâtre national. Pas un sport de salon, un sport de boue, de cailloux, de sueur. Les voitures y sont des bêtes qui saignent, qui cassent, qui repartent quand même. Et le public adore ça parce que ça ressemble à la vraie vie, mais en plus violent, plus bruyant, plus héroïque. Renault veut cette gloire-là, pas seulement pour la coupe sur l'étagère, pour l'onde de choc. Une victoire en rallye, c'est un slogan qui n'a pas besoin d'être imprimé. Ça contamine les conversations, ça remonte les fils de voiture, ça se glisse dans les choix d'achat comme une idée dangereuse. Et si je prenais la même marque que celle qui gagne? Sauf qu'il y a un hic énorme. Une Renault 5 normale est une traction avant, une citadine. Parfaite pour aller au travail, pas pour humilier des monstres de compétition. Et pourtant, dans les bureaux, une obsession naît. Et si, justement, on retournait cette banalité comme un gant? Parce que le règlement du rallye, à l'époque, ne récompense pas seulement la meilleure voiture. Il récompense l'audace. Il laisse une porte entr'ouverte. L'homologation. Une formule magique et cynique à la fois. Pour courir, il faut prouver que la voiture existe sur route, qu'elle est produite en un certain nombre d'exemplaires. Alors les constructeurs se mettent à fabriquer des voitures schizophrènes. Officiellement des modèles de série. Officieusement des machines de guerre. Et Renault regarde autour. Lancia construit des icônes agressives. Les Italiens jouent avec le feu. D'autres expérimentent, cachent des solutions folles sous des carrosseries presque sages. Dans les rallyes, le futur sent déjà l'essence et le métal chauffé. Renault ne veut pas être le constructeur raisonnable. Renault veut être le constructeur dont on parle avec une étincelle dans les yeux, même si c'est pour dire « c'était une idée complètement dingue ». À cet instant précis, le besoin n'est pas seulement de gagner, le besoin, c'est de frapper l'imaginaire français, d'imposer un symbole, un animal totémique. Imagine la Réunion comme une scène de film. D'un côté, les gens du marketing, qui voient la Renault 5 comme un produit populaire, quasi domestique.
De l'autre, les ingénieurs et les fous de Renault Sport, qui entendent, la nuit, le son d'un turbo comme un appel. Entre les deux, une question qui claque. Comment faire d'une voiture du peuple une voiture de légende, sans trahir ce qui la rend aimée? La réponse va être un acte presque sacrilège. Déplacer le cœur, mettre le moteur derrière les sièges, comme une voiture de course, comme si, au lieu d'avoir une colonne vertébrale, la petite Renault 5 se retrouvait avec un organe en trop, une masse chaude, vibrante, prête à mordre. Cela change tout. La répartition des poids, la manière de tourner, la manière de freiner, la manière de paniquer aussi. Parce qu'une voiture à moteur central arrière, ça ne se conduit pas, ça se négocie, ça se supplie parfois. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre l'autre besoin, plus sournois. La France veut des héros accessibles, pas des supercars exotiques qu'on ne voit qu'en poster. Elle veut une légende qui a l'accent du coin, une voiture qu'on peut imaginer croisée devant une boulangerie, même si, en réalité, elle y serait aussi à sa place qu'un tigre dans une cage à oiseaux. Et cette idée d'accessibilité est importante. La Renault 5, c'est la voiture des jeunes, des couples, des trajets courts. En greffant une âme de rallye sur ce corps populaire, Renault fabrique une histoire que personne d'autre ne peut raconter. Une histoire où l'ordinaire devient extraordinaire, où l'objet du quotidien se transforme en cauchemar délicieux, sauf que ce genre de transformation a un prix. La trahison du confort. Le besoin, c'est aussi de créer une voiture qui ne s'excuse pas, qui ne cherche pas à être gentille. Une voiture capable de faire peur. Parce que la peur, en automobile, est un parfum rare, une drogue. Elle te rappelle que tu es vivant, qu'il y a encore des objets qui ne sont pas domestiqués. Dans la France de cette époque, cette émotion manque. On commence à standardiser, à sécuriser, à rationaliser. Les voitures deviennent plus sages, les routes plus contrôlées. Alors, paradoxalement, le public se met à idolâtrer ce qui échappe au contrôle. Une voiture qui peut te surprendre, te gifler, t'humilier si tu la prends de haut, c'est exactement le genre de chose qui devient culte. Renault le sait, ou le devine. Il y a également un besoin industriel et symbolique. Prouver que la France peut fabriquer une machine radicale, pas seulement des voitures pratiques. Prouver que l'ingénierie française peut être insolente et, surtout, prouver qu'on peut faire de la performance sans renier le format compact, sans copier les gros coupés étrangers. Une performance à la française, nerveuse, 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 presque insolente. Alors, dans cette tension, l'idée Renault 5 Turbo commence à se solidifier. On ne parle plus d'une simple version sportive, on parle d'un changement de nature. On ne veut pas améliorer la Renault 5, on veut la muter. Et cette mutation répond à une logique presque primitive. Les rallyes demandent une voiture courte, agile, capable de sortir des épingles comme un bouchon de champagne. Le turbo devient l'arme parfaite. Un petit moteur, mais gonflé, compressé, survolté. Une sorte de colère mécanique qu'on garde en réserve, jusqu'au moment où elle explose. Et là, une image s'impose. Sur une route étroite, bordée de spectateurs trop proches, la petite Renault 5, censée être gentille, surgit, grogne, puis d'un coup hurle. Le turbo souffle comme une bouilloire prête à éclater. La voiture se tord, se jette, accroche, repart. Le public recule d'un pas, puis applaudit. Pas parce que c'est joli, parce que c'est dangereux. Voilà le besoin secret. Fabriquer un danger officiel, un danger signé Renault. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de compétition. Renault a besoin de vendre, et vendre une voiture aussi radicale est un pari. Parce que la France, dans son quotidien, n'a pas besoin d'une Renault 5 avec un moteur derrière. Elle n'a pas besoin d'élargisseur d'ailes, de prise d'air, d'une silhouette qui ressemble à un insecte dopé aux stéroïdes. Elle n'a pas besoin d'un engin qui transforme le simple fait d'entrer dans un rond-point en acte de foi. Donc, l'histoire se construit sur un fil. Faire assez extrême pour gagner et marquer, mais assez Renault pour être accepté. Ce compromis, en réalité, est impossible. Et c'est exactement pour ça que la Renault 5 Turbo va devenir mythique. Parce qu'elle ne ressemble pas à un compromis, elle ressemble à une erreur assumée. Une erreur magnifiquement fabriquée. Dans les rues, à l'époque, la Renault 5 Standard est partout. Elle fait partie du mobilier urbain, on la voit, on l'oublie. Puis, un jour, tu vois une Renault 5 qui n'est pas une Renault 5.
Elle est plus large, plus basse, comme si on lui avait greffé des épaules. Les ailes arrière gonflent comme des muscles. Il y a des ouvertures, des grilles, des détails qui ne servent pas à être jolis, mais à respirer, à refroidir, à survivre. Et tu comprends immédiatement, celle-là n'a pas été conçue pour te rendre service. Elle a été conçue pour te défier. C'est un choc culturel. En France, une voiture populaire qui devient un monstre, c'est une forme de poésie brutale, comme si une baguette se mettait à mordre. Et ce choc répond aussi à une frustration. Les gens veulent des objets qui ont une histoire, pas seulement une fiche technique. Ils veulent des objets qui portent une intention. La Renault 5 Turbo porte une intention claire. Nous voulons gagner, et nous voulons que tu le saches. Le besoin, enfin, est un besoin de récit national, de figure. Dans l'automobile française, les mythes existent, mais souvent ils appartiennent à des segments différents, des berlines, des prototypes, des voitures de prestige. Là, Renault prépare quelque chose de plus démocratique dans l'imaginaire. Une icône compacte, presque insolente, qui dit que la grandeur peut tenir dans un format de poche, à condition d'y glisser une bombe. C'est dans ce climat que naît l'idée du modèle de route, pas un simple dérivé de course, un objet nécessaire pour passer la porte de l'homologation, et, tant qu'à faire, un objet suffisamment désiré pour se vendre malgré son prix, malgré son inconfort, malgré son caractère, une voiture qui, même immobile, te raconte déjà une histoire, celle d'un constructeur qui a décidé de devenir dangereux. Et plus l'idée avance, plus une vérité se dessine. Ce projet va diviser, certains vont adorer, d'autres vont trouver ça obscène. Obscène, parce que c'est excessif, parce que c'est cher, parce que c'est presque indécent de mettre autant de radicalité dans une caisse. Qui, la veille encore, servait à aller acheter du lait, mais c'est exactement ce mélange, fascination et rejet, qui fabrique le culte. Une voiture culte, ce n'est pas une voiture unanimement aimée. C'est une voiture qui te force à prendre position, et Renault 5 Turbo est déjà en train de forcer la France à prendre position avant même d'exister pleinement. Est-ce qu'on veut une France raisonnable ou une France qui ose? Est-ce qu'on veut des voitures qui rassurent ou des voitures qui marquent? Est-ce qu'on veut du confort ou une histoire à raconter toute sa vie? La suite, c'est l'instant où le rêve devient métal, où des décisions absurdes doivent être rendues réelles, où l'on va découvrir qui, chez Renault, est prêt à sacrifier la logique pour fabriquer une légende. Et tu vas voir que, derrière cette voiture, il y a un mélange explosif, de l'orgueil, de la peur, des calculs froids et des coups de folie. Le problème, quand on décide de fabriquer un danger officiel, c'est que le danger n'aime pas les bureaux. Il se moque des organigrammes, des signatures au bas des formulaires, des réunions où l'on parle en pourcentage. Le danger veut du métal, du feu, et des gens prêts à se tromper vite, pour corriger encore plus vite. Alors Renault lance le projet, comme on lance une opération clandestine. Un nom de code, presque un murmure, 822. Et soudain, la Renault 5, la petite voiture gentille, devient un corps qu'on va ouvrir, découper, ressouder, élargir, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus vraiment une Renault 5, mais qu'elle en ait encore le visage. Parce que c'est ça, le twist le plus cruel. Il faut que le public la reconnaisse, sinon la magie ne prend pas. Il faut qu'on se dise, je connais cette voiture, et, une seconde plus tard, je ne la connais plus du tout. La première grande décision arrive comme une gifle. On abandonne l'avant, enfin, pas complètement. De l'extérieur, tu gardes la silhouette générale, les proportions, la promesse de citadine. Mais à l'intérieur, on change la religion. On arrache l'idée même du coffre. On place le moteur au centre arrière, juste derrière les sièges, là où une voiture normale stocke ses compromis. Et à l'avant, on laisse presque rien. Le radiateur, des éléments déplacés, de la place utile, mais froide, comme si la voiture avait inversé son âme. Le cœur bat derrière ton dos. Tu ne conduis plus devant le moteur. Tu conduis devant une menace. Cette décision déclenche une cascade d'emmerdes délicieuses, parce qu'une Renault 5 est une traction avant conçue pour être simple, économique, tolérante. Et toi, tu demandes à ce petit châssis d'encaisser un moteur turbo, une propulsion, des contraintes de voiture de course. C'est comme demander à un tabouret de cuisine de devenir une chaise de catapulte.
Et là, Renault fait ce que font les gens qui veulent vraiment une légende. Ils arrêtent d'être un seul endroit. Le projet se disperse. Il devient un réseau. À Dieppe, chez Alpine et l'atelier Berex, on pense mécanique, châssis, fabrication à petite échelle, solutions rapides, efficaces, presque artisanales. À Rueil-Malmaison, au centre de style, on se bat pour que la voiture ressemble à un coup de poing et pas à un bricolage. En Italie, chez Bertone, on touche à ce qui fait mal, l'esthétique, l'habitacle, le théâtre. Et à Cerizay, chez Heulier, on réfléchit industrialisation et carrosserie. Comment transformer un monstre en produit répétable? 4 lieux, un seul objectif. Fabriquer un objet qui n'existait pas. Le premier piège, c'est l'équilibre. Une voiture à moteur central, c'est merveilleux, tant que tu sais ce que tu fais. Mais quand tu rajoutes un turbo, ce moment où, après un temps mort, la puissance arrive comme un coup de pied, tu obtiens une machine capable de changer d'humeur en plein virage. Et ça, sur route ouverte, c'est une responsabilité lourde, presque gênante. Renault n'a pas le droit de fabriquer une voiture qui tue par design. Mais Renault veut une voiture qui fait peur, parce que c'est ça qui marque. Alors on travaille comme des chirurgiens de la nervosité. On élargit l'auto, on gonfle les voies, on invente des ailes arrière qui ne sont pas décoratives. Elles sont nécessaires, presque anatomiques. On emprunte des solutions de voitures sportives existantes, on adapte, on renforce, on recommence. Les premiers prototypes sont des laboratoires roulants. Des trucs qui cliquettent, qui chauffent, qui sentent la résine et la sueur. Et il y a un moment, toujours, où l'équipe comprend qu'elle a créé quelque chose de différent. Quand la voiture roule, pour de vrai. Imagine une piste d'essai. La fin des années 70, un matin froid, le pilote met le casque, ferme la portière. Et au lieu du bruit banal d'une citadine, tu entends un grondement plus proche d'une voiture de course que d'une voiture de supermarché. Il s'élance. Au début, ce n'est pas violent. Le turbo n'a pas encore soufflé. Puis il appuie et tout change. Un sifflement, une pression. Et d'un coup, la voiture bondit, comme si on lui avait arraché une laisse. Et là, twist. La première réaction n'est pas géniale. La première réaction, c'est souvent le silence. Parce que quand tu crées quelque chose de réellement dangereux, tu ne cries pas de joie immédiatement. Tu écoutes. Tu attends la casse. Tu attends le moment où l'arrière veut passer devant. Tu attends le moment où la température grimpe. Tu attends l'odeur de chaud. Et tu sais déjà que tu vas passer des nuits entières à faire disparaître des problèmes que tu viens d'inventer. Le second piège, c'est le packaging. Comment faire tenir un moteur, une boîte, un turbo, un refroidissement, une admission, un échappement, dans une caisse qui, au départ, n'était pas faite pour ça? La réponse est brutale. On réorganise tout. On déplace les masses, on crée des conduits, on ouvre des entrées d'air. Chaque grille, chaque ouverture, sur la Renault 5 Turbo, raconte un conflit. La carrosserie veut être compacte, la mécanique veut respirer. Et comme si ça ne suffisait pas, Renault doit aussi fabriquer un intérieur qui dise « Tu n'es plus dans une Renault 5 normale ». C'est là que l'Italie entre dans la pièce comme une lumière violente. Bertone apporte une idée que Renault n'aurait peut-être jamais osé pousser aussi loin. Faire de l'habitacle un décor de science-fiction. Des couleurs franches, presque agressives, des sièges qui te tiennent comme des mains. Un tableau de bord qui ressemble à une console, pas à un meuble. Tu montes dedans et tu comprends tout de suite. Cette voiture n'est pas née pour te mettre à l'aise. Elle est née pour te mettre en alerte. Mais attention, même là, la réalité frappe. Tout ce qui est beau et spécifique coûte cher. Et la Renault 5 Turbo doit exister en série, pas seulement en vitrine. Alors le projet avance sur une corde raide, entre le fantasme et l'usine. La fabrication elle-même devient une histoire à part entière. On ne produit pas cette voiture comme une Renault 5 normale. On la construit presque comme une voiture spéciale, dans une logique de petite série. Les coques voyagent, les pièces s'adaptent, les mains font plus que les robots. La voiture est testée, vérifiée, réglée, et cette approche nourrit son aura. Chaque Renault 5 Turbo ressemble moins à un produit qu'à un objet. Un truc qui a été touché, ajusté, surveillé. Et puis, il y a la question que personne n'aime poser à voix haute.
Et si ça se vendait mal? Parce que Renault ne fait pas ça pour décorer des brochures. Il faut homologuer, oui, mais si l'auto devient une honte commerciale, si elle passe pour une absurdité coûteuse, l'histoire se retournera contre la marque. On se moquera. On dira « ils ont perdu la tête ». Et Renault n'a pas envie d'être le clown. C'est là qu'on voit la vraie intelligence du projet. Renault comprend qu'il faut raconter une histoire claire avant même la sortie. Alors on montre le prototype. On le laisse apparaître comme une rumeur qui prend forme. Paris, fin 1978. La voiture est présentée comme un choc visuel. Et surtout, on la fait rouler. On la fait vivre devant des yeux qui n'étaient pas prêts. On n'explique pas, on imprime une image. Une Renault 5 avec des hanches de gladiateur. Le cerveau du public fait le reste, sauf que la route entre un prototype et une voiture livrable est une vallée pleine de pièges. Le turbo, par exemple, est un animal capricieux. À l'époque, la gestion électronique n'est pas ce qu'elle sera plus tard. On travaille avec des solutions mécaniques, des carburateurs, des compromis. Le turbo souffle, mais il chauffe. Il donne, mais il demande. Il transforme la petite cylindrée en machine nerveuse, au prix d'un caractère parfois brutal. Et Renault doit dompter ça sans tuer ce qui fait le charme, cette sensation de coup de fouet qui te surprend. Donc on règle, on teste, on casse, on renforce. On modifie des détails qui, sur le papier, semblent insignifiants. Un échangeur plus efficace, des matériaux différents, des panneaux, plus ou moins légers, mais qui, sur la route, font la différence entre une voiture vivable et une voiture infernale. Et c'est ici que le projet révèle une deuxième face, plus sombre. L'extrême est magnifique, mais il est fragile. Parce que quand tu compactes autant de chaleur et de pression dans un si petit volume, tu invites les ennuis, les durites deviennent des points faibles. La gestion thermique devient une obsession. Les vibrations trouvent des endroits où casser des fixations. Et chaque fois qu'un ingénieur croit avoir gagné, la voiture lui rappelle que ce n'est pas un objet docile. C'est un objet qui négocie, mais Renault avance, et l'auto commence à se cristalliser. Elle prend sa forme définitive, plus large, plus basse, avec ses ailes arrière qui semblent avaler les roues, ses prises d'air qui te fixent comme des yeux, et ce détail presque insolent. L'idée que tout ça part d'une citadine. Le plus grand twist industriel arrive ensuite, et il ne vient pas de la mécanique, il vient de l'économie. Parce que l'homologation est un prétexte, mais la demande va dépasser le prétexte. Et là, Renault doit regarder sa création et se demander « on peut en faire combien? Et à quel prix ?» La première version, celle qui deviendra la Turbo 1, est sophistiquée, légère, presque luxueuse dans son obsession. On utilise des éléments plus nobles, des panneaux plus légers, un intérieur spécifique, une approche vitrine technologique. C'est l'exemplaire de la légende, celui qui porte l'audace, sans s'excuser. Mais produire ça, c'est coûteux. Et Renault comprend qu'il y a une opportunité, à condition de rationaliser l'irrationnel. C'est là que naît une tension interne. Si on simplifie trop, on trahit le mythe. Si on ne simplifie pas, on fabrique trop peu, trop cher, et l'histoire se termine vite. Alors Renault prépare, presque en parallèle, une version plus industrialisable, plus logique financièrement, ce qui deviendra la Turbo 2. Même architecture folle, même concept de grenade compacte, mais avec plus de pièces standardisées, des choix de matériaux différents, une approche qui permet de fabriquer plus, de vendre un peu moins cher, de laisser le mythe respirer plus longtemps. Et cette décision n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un mouvement stratégique. Parce que pour qu'une voiture devienne culte, il faut qu'elle existe assez pour être vue, rêvée, racontée. Une légende trop rare devient un fantôme. Une légende assez présente devient un souvenir collectif. Donc, Renault se retrouve à faire quelque chose de paradoxal. Rendre le monstre reproductible. Pendant que la version de série se prépare, l'ombre de la compétition plane déjà, parce que tout ça, à la base, doit courir. Et pour courir, on doit prouver. Prouver la fiabilité, prouver la vitesse, prouver qu'on n'a pas fabriqué une sculpture, mais une arme. Les prototypes 822 se succèdent, chacun corrigeant les défauts du précédent. On roule, on cache, on ajuste. On fait tester par des pilotes qui savent parler la langue des ingénieurs. Pas « j'aime, j'aime pas », mais « ça décroche à la remise ». Des gaz, ça chauffe après 3 passages.
Le train arrière devient léger quand le turbo arrive. Et tu peux presque voir les nuits à Dieppe. Des lampes blanches, des mains noires de graisse, des vis qu'on resserre, des jurons étouffés, des cafés trop forts, parce qu'on ne fabrique pas une icône en horaire de bureau. Au cœur du projet, il y a aussi un choix de philosophie. Renault aurait pu faire une voiture facile, très rapide, mais domestiquée. Ils ne le font pas complètement, ils acceptent qu'elle garde une part d'indomptable. Et c'est là que la voiture gagne son caractère. Elle devient une Renault qui n'a pas peur d'être brutale. Mais brutalité n'est pas incompatible avec intelligence. Au contraire, le châssis est pensé pour la vivacité, pour la réponse. La voiture est courte, nerveuse, prête à pivoter. Elle est faite pour les routes étroites, pour les enchaînements, pour les changements d'appui. Elle est conçue comme une phrase courte, sans mots inutiles. Et pourtant, malgré cette précision, Renault n'oublie pas un détail essentiel. Il faut que la voiture soit désirable à l'arrêt. Il faut qu'elle fasse tourner des têtes, qu'elle provoque des conversations. Alors on soigne la posture, les élargisseurs, les jantes, l'attitude. La Renault 5 Turbo n'a pas l'air rapide. Elle a l'air hostile. Et c'est là que l'histoire bascule vers le public. Parce qu'au moment où la voiture est prête à sortir, Renault comprend qu'ils ont fabriqué plus qu'un modèle. Ils ont fabriqué un objet qui va provoquer des réactions extrêmes. Certains vont la vouloir comme on veut un bijou. D'autres vont la détester comme on déteste un excès. Et certains, les plus nombreux peut-être, vont la désirer de loin, parce qu'ils savent qu'elle est trop pour eux, mais qu'elle représente ce qu'ils aimeraient être. Audacieux, rapide, indiscipliné. La production commence, et chaque voiture qui sort ressemble à une contradiction roulante, une citadine devenue machine centrale arrière. Un produit Renault qui porte l'esprit d'un prototype. Une voiture de route qui sent déjà la spéciale. La Renault 5 Turbo est née dans une alliance rare. L'ingénierie, le style, la compétition, l'industrie. Elle est née dans plusieurs villes, plusieurs ateliers, plusieurs obsessions. Elle est née d'un oui collectif à une idée que beaucoup auraient trouvée ridicule. Et si on mettait le moteur derrière, dans une Renault 5? Et à ce stade, une dernière ironie plane comme un présage. Ce genre de voiture, une fois libérée, échappe à son créateur. Parce qu'elle ne vit plus dans les usines, elle vit chez les gens. Et les gens, eux, vont l'utiliser comme ils savent, avec excès, avec orgueil, avec erreur. Et c'est là que les légendes se forgent et que les histoires deviennent célèbres. Le jour où la Renault 5 Turbo arrive dans la lumière, elle ne sort pas. Elle débarque, comme un animal qu'on aurait gardé trop longtemps en cage. Sur le papier, c'est déjà une provocation. 2 places, pas de banquette, pas de coffre. À la place, une cloison haute, derrière les sièges, qui te sépare d'une masse chaude, mécanique, presque vivante. Tu ouvres la porte, tu t'assois, et tu sens immédiatement un truc bizarre. Tu n'es pas dans une voiture. Tu es posé devant quelque chose qui pourrait te punir si tu te crois plus malin qu'elle. Et pourtant, c'est la France qui l'a voulu. La France qui la regarde maintenant avec des yeux partagés. Envie et rejet, fascination et méfiance. Au salon, au lancement, elle est entourée de gens qui sourient, mais il y a aussi des sourcils froncés, parce que la Renault 5, dans l'esprit collectif, c'est l'outil du quotidien. La Turbo, elle, arrive habillée comme une bagarre. Elle hypertrophiée, prise d'air, position ramassée, comme si la voiture était en apnée permanente. Les gens se penchent, cherchent le truc, la combinent, l'arnaque visuelle, puis quelqu'un lâche la phrase qui fait basculer l'ambiance. « Attends, le moteur est derrière ?» À partir de là, l'objet cesse d'être une version sportive. Il devient un scandale roulant, et Renault joue cette carte avec une froideur presque élégante. Parce que, oui, il faut homologuer. Oui, il faut exister en nombre. Mais surtout, il faut marquer. Et la Renault 5 Turbo marque immédiatement, parce qu'elle n'essaye pas d'être aimable. Elle n'est pas là pour plaire à tout le monde. Elle est là pour être racontée. Le marché, lui, réagit comme il réagit toujours face à l'extrême. Il hésite. Puis, il désire. Le prix pique. En France, on parle d'environ 115 000 francs au début des années 80, une somme qui la place loin au-dessus d'une Renault 5 normale, presque dans une zone indécente pour une petite voiture. Et là, premier twist psychologique,
c'est justement ce qui la rend plus attirante. Parce qu'elle n'est plus une citadine, elle devient un trophée. Une voiture qui te donne une identité au moment même où tu tournes la clé, Renault comprend que la Turbo va se vendre à une catégorie spéciale de personnes. Ceux qui veulent un morceau de rallye dans leur garage, ceux qui veulent la voiture que personne d'autre n'ose acheter, et ceux qui ont besoin, secrètement, d'un objet qui leur rappelle qu'ils ne sont pas complètement domestiqués. Mais une fois les premiers exemplaires livrés, la vraie vie commence. Et la vraie vie est rarement gentille avec les légendes. Parce que la Renault 5 Turbo, au quotidien, n'est pas facile. Elle te fait payer l'entrée du mythe. Déjà, il y a la position. Tu as la sensation d'être assis très près de tout. Près de la route, près du bruit, près de la chaleur. Et surtout, tu as ce sentiment constant que la voiture n'est pas symétrique dans son intention. L'avant est léger, l'arrière est massif. Comme si tu conduisais un corps dont la tête est calme, mais dont les hanches ont leurs propres idées. Puis il y a le turbo. Ah, le turbo. À bas régime, tu appuies et tu te dis « Bon, d'accord, rien d'extraordinaire ». Puis, au moment où tu relâches ta vigilance, une fraction de seconde, la suralimentation arrive, pas comme une montée progressive moderne. Non, comme une porte qui claque, comme une gifle qui te rappelle que cette voiture n'a pas été conçue pour être douce. Et là, deuxième twist. La Renault 5 Turbo ne te vend pas seulement de la vitesse. Elle te vend une leçon d'humilité. Parce que tu peux faire une erreur bête. Accélérer trop tôt en sortie de virage, te croire en sécurité parce que ça passe, et un coup sentir l'arrière qui s'allège, qui pivote, qui cherche à te dépasser. La voiture devient un débat violent entre ton ego et la physique. Et souvent, la physique gagne. C'est précisément à ce moment-là que naissent les histoires, celles qu'on raconte dans les parkings, aux terrasses, dans les garages. Un pote en avait une. Tu sais, faut pas la prendre comme une traction. Le turbo, c'est un interrupteur. Elle t'attrape quand tu te crois tranquille. La Renault 5 Turbo devient une voiture dont on parle au passé, même quand elle est encore là, parce qu'elle fabrique des souvenirs. Si fort qu'il semble déjà ancien. Et pendant que les propriétaires apprennent à la respecter, la compétition, elle, fait son œuvre de propagande. En rallye, l'image de la Turbo est parfaite. Courte, nerveuse, brutale. Elle ressemble à une machine faite pour les épingles, pour les routes étroites, pour les changements d'appui qui rendent fous les gros moteurs. Elle n'a pas besoin d'être la plus puissante du monde. Elle a besoin d'être la plus agile et la plus méchante au bon moment. Et puis il y a les pilotes, ceux qui ne conduisent pas la voiture, ils la tiennent comme on tient un animal nerveux par la nuque. Jean Ragnotti, par exemple, sourire de gamin, talent de chirurgien, et ce style de pilotage qui donne l'impression qu'il danse avec le danger plutôt que de le combattre. Quand la Renault 5 Turbo gagne sur des épreuves mythiques, ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une injection directe dans la culture. La France adore cette histoire. Un constructeur national, une petite voiture, un pilote charismatique et des adversaires parfois plus prestigieux. C'est un scénario écrit pour devenir légende. Et là, troisième twist, la Renault 5 Turbo devient célèbre autant pour ce qu'elle fait que pour ce qu'elle représente. Elle représente l'idée qu'un objet français, compact, presque insolent, peut aller chercher des victoires et humilier des machines plus logiques. Elle devient une revanche nationale en format poche. Le public, lui, se nourrit de détails. Pas seulement des chronos, des images, des sons. Le son de la Turbo n'est pas celui d'un gros V8 noble. C'est un son plus tendu, plus métallique, plus hargneux. Un sifflement de suralimentation qui précède la morsure, un grondement qui ressemble à un moteur qui travaille trop fort dans un espace trop petit. Et cette idée, trop fort dans trop petit, devient la signature émotionnelle du modèle. Sur route, ça se traduit de manière presque cinématographique. Tu roules dans une ville française banale, tu te glisses dans une rue étroite. Et quand tu accélères, la voiture fait un bruit qui ne correspond pas au décor. Les passants se retournent. Pas parce que c'est beau, parce que c'est incongru. Comme entendre un rugissement dans une bibliothèque. Mais la célébrité, en France, vient aussi de ce qu'on ne dit pas tout de suite. La Turbo est une star, parce qu'elle est imparfaite. Et c'est là qu'on touche la partie plus sale, plus humaine, plus intéressante.
Une Renault 5 Turbo. C'est un mythe, oui, mais c'est aussi des températures qu'il faut surveiller, des pièces spécifiques, des réglages qui comptent, et parfois des caprices. La chaleur, surtout, est un personnage secondaire constant. Tu as un moteur turbo juste derrière toi, dans une coque compacte. Ça chauffe, ça réchauffe l'habitacle, ça marque les matériaux, ça fatigue certaines pièces. Il y a des propriétaires qui apprennent à ouvrir, à ventiler, à attendre, à traiter l'auto avec une forme de rituel. Et ce rituel renforce le culte. Une voiture qui exige de toi devient plus intime qu'une voiture qui obéit sans discuter. Mais Renault, voyant l'intérêt, sait qu'il doit prolonger l'histoire. Et c'est là qu'arrive le moment où le public se divise. Turbo 1, puis Turbo 2. La première, la plus pure, la plus spectaculaire dans son approche, garde cette aura de vitrine technique, avec des choix plus exotiques. Un intérieur très typé, une impression d'objet rare. La seconde, Turbo 2, arrive avec une logique plus industrielle. On simplifie, on standardise, on rend la production plus viable. Et la réaction est paradoxale. La Turbo 2 est toujours folle, toujours large, toujours moteur central, toujours turbo. Mais certains la regardent comme si elle avait perdu un peu de son parfum le plus toxique. C'est presque injuste. Et pourtant, c'est très humain. On aime l'extrême, mais on aime surtout l'extrême quand il est difficile à obtenir. Quatrième twist, la Turbo 2, plus accessible, contribue malgré tout à rendre la légende plus visible, parce qu'elle permet à plus de gens de la voir, de l'entendre, de la croiser. Et plus une voiture circule dans la mémoire collective, plus elle devient un symbole. Sans Turbo 2, la Renault 5 Turbo serait peut-être restée une note de bas de page pour passionnés. Avec Turbo 2, elle devient une silhouette familière de l'imaginaire français. À partir de là, la voiture vit une double existence. D'un côté, la vie bourgeoise du mythe, des propriétaires soigneux qui la sortent le week-end, qui la montrent, qui la lavent comme on polit un objet dangereux, on parle de numéros, de versions, de détails, on compare, on protège. De l'autre, la vie brutale, celle des gens qui l'achètent pour faire ce qu'elle promet. Accélérer, jouer, provoquer. Et parfois, se faire peur pour de vrai. La Renault 5 Turbo, dans cette vie-là, devient une école accélérée. Elle enseigne la patience, le turbolag, elle enseigne la précision, la propulsion, le poids à l'arrière, elle enseigne la prudence, parce qu'une erreur ne se rattrape pas toujours avec un sourire. Et c'est là que les anecdotes les plus sombres apparaissent. La voiture a une réputation. Si tu la traites comme une petite sportive gentille, elle te punit. Si tu la respectes, elle te récompense avec une sensation rare, celle d'avoir apprivoisé quelque chose qui ne voulait pas l'être. Et pendant ce temps-là, la compétition continue d'alimenter l'aura, notamment avec l'évolution ultime, la Maxi, cette version encore plus agressive, encore plus groupe B dans l'esprit, qui transforme la turbo en pure arme de spécial. Là, on n'est plus dans la nuance, on est dans l'excès assumé, les ailes, la posture, le bruit, tout devient plus violent, plus théâtral. Et les victoires, quand elles arrivent, collent au modèle comme un tatouage. C'est aussi à cette époque que la Renault 5 Turbo devient un objet de conversation hors du cercle automobile, parce que même quelqu'un qui ne connaît rien au cylindré comprend le message visuel. Cette voiture est différente. Elle est plus large qu'elle ne devrait l'être. Elle a l'air de sortir d'un film. Elle ne ressemble pas à un choix raisonnable. En France, c'est énorme. Parce qu'on vit dans un pays où la voiture a longtemps été un outil social, un marqueur de classe, un signe de bon sens, la Renault 5 Turbo arrive et dit l'inverse. Je suis un choix irrationnel. Et paradoxalement, l'irrationnel devient un luxe. Tu commences à voir la Turbo comme une sorte de déclaration. Déclaration de passion, déclaration d'insolence, déclaration de liberté, même si c'est une liberté qui peut finir dans un fossé si tu oublies 2 secondes que tu n'es pas un pilote. Et là, un phénomène se produit, un truc qu'on ne contrôle pas. La voiture entre dans le folklore, elle devient la voiture des posters, la voiture des discussions de fin de soirée, la voiture qu'on imite en bruit avec la bouche, la voiture dont on parle comme d'un animal. Elle est vicieuse, elle est vivante, elle mord. On ne dit pas ça d'une voiture normale.
On dit ça d'un mythe. Et plus elle devient mythe, plus elle attire des gens qui ne devraient peut-être pas la conduire. C'est toujours comme ça. Le danger attire. Et la Renault 5 Turbo, parce qu'elle est compacte, parce qu'elle porte un badge Renault, parce qu'elle ressemble encore à une voiture, de tous les jours, donne une illusion. Je peux gérer. 5e twist, le plus cruel. La Renault 5 Turbo, en étant une Renault 5 déguisée, piège parfois ceux qui la sous-estiment. Elle a l'air familière, mais elle ne l'est pas. Et pourtant, malgré ses zones d'ombre, malgré ses caprices, malgré son caractère, la Turbo s'accroche. Mieux, elle se multiplie dans les têtes. Elle existe à travers des versions, des couleurs, des préparations, des histoires. Elle devient ce type rare de voiture qui n'a pas besoin d'être vue souvent pour être connue de tous. Parce que l'idée est trop forte. Une citadine transformée en monstre homologué. Et à la fin de sa carrière, quand la production s'arrête, quelque chose d'étrange se passe. Le mythe commence à grandir encore plus vite. Parce que désormais, la Turbo n'est plus une voiture du présent. Elle devient un symbole du moment où l'industrie automobile osait des choses absurdes, et la France, nostalgique de ses audaces, commence à regarder la Renault 5 Turbo comme un souvenir collectif. Celui d'une époque où un constructeur national pouvait dire « on va faire une folie », et la faire vraiment. C'est là qu'elle bascule définitivement dans le culte, pas seulement parce qu'elle a existé, mais parce qu'elle a laissé une trace émotionnelle, le mélange d'admiration, de désir et d'une petite nausée. Oui, cette nausée, que donne un objet qui te rappelle que tu n'as pas totalement le contrôle. Quand la Renault 5 Turbo s'arrête, ce n'est pas un au revoir propre. Ce n'est pas une fin avec un ruban, une photo officielle, un discours bien rangé, c'est plutôt un silence lourd, comme après une explosion. L'air est encore chargé de poussière, les oreilles bourdonnent, et tu réalises seulement maintenant ce qui vient de se passer. Parce que cette voiture n'a pas seulement existé, elle a déplacé une frontière. Avant elle, dans l'esprit du grand public français, une petite voiture était une petite voiture, un objet rationnel, compact, docile, fait pour survivre à la ville, aux courses du samedi, aux coups de portière sur les parkings. Et puis, la Turbo est arrivée, et elle a injecté une idée toxique, délicieuse, impossible à oublier. La taille n'a rien à voir avec la violence. Cette idée-là, l'industrie automobile la connaissant déjà, oui, mais en France, elle prend un accent particulier. Parce qu'ici, on adore les objets qui contredisent les catégories, les choses qui se déguisent en banalité pour mieux te surprendre. La Renault 5 Turbo, c'est exactement ça. Une voiture qui ressemble à une copine de quartier et qui, quand tu la provoques, se transforme en adversaire. Et ce renversement laisse des traces partout. D'abord dans la manière même dont on imagine une sportive compacte. La Turbo n'a pas inventé le turbo, mais elle a rendu le turbo spectaculaire dans la culture populaire. Elle a rendu acceptable, presque désirable, cette sensation d'attente puis de coup de fouet. Elle a popularisé une esthétique de la performance qui n'est pas linéaire, mais dramatique. Une performance en deux temps, comme une histoire qui te ment d'abord, puis te frappe. Tu comprends pourquoi ça marque une génération. C'est une voiture qui raconte son propre twist à chaque accélération. Tu appuies, elle te laisse croire que tout est normal, puis elle révèle sa vraie nature. Un petit mensonge, puis une vérité brutale. Et plus tard, quand les turbos se démocratisent, quand la suralimentation devient presque banale, l'ombre de la turbo plane encore. On cherche toujours ce frisson, même si on le filtre, même si on le civilise. Ensuite, elle laisse une empreinte dans la manière dont on conçoit l'idée de série spéciale. Avant, beaucoup de versions sportives se contentaient d'un supplément de puissance, d'un badge, de quelques bandes. La Renault 5 Turbo arrive et dit « Non, si tu veux une légende, tu changes la structure, tu changes le squelette. » Elle rappelle à l'industrie une chose simple. Les vraies icônes ne sont pas des maquillages, ce sont des mutations. Et forcément, cette mentalité contamine. Elle inspire les ingénieurs, les bureaux d'études, les départements sport, pas seulement chez Renault, chez tout le monde. Parce que la Turbo prouve qu'on peut construire une voiture de route autour d'une contrainte de compétition et que ce compromis-là, quand il est fait avec du courage, devient un récit plus puissant que n'importe quelle publicité. Mais la trace la plus profonde, la plus française, c'est ailleurs.
dans l'imaginaire collectif. La Renault 5 Turbo devient une sorte de personnage national. Un personnage pas gentil, un personnage qu'on admire parce qu'il a des défauts, parce qu'il n'est pas lisse, parce qu'il a cette réputation d'être vicieux, capricieux, piégeux, comme si on parlait d'un boxeur avec un sourire d'enfant. En France, on aime les héros imparfaits, ceux qui te donnent envie tout en te mettant mal à l'aise. Et la Turbo fait exactement ça. C'est pour ça qu'elle traverse les décennies sans se dissoudre. Elle devient un objet d'initiation. Les gens la découvrent de plusieurs manières. Par une photo, par une vidéo de spécial, par un père ou un oncle qui en parle avec des yeux humides, par un jeu vidéo où elle apparaît comme un petit rectangle trop rapide, trop instable, trop drôle. Et ce qui est fascinant, c'est que la Turbo survit même chez ceux qui ne l'ont jamais vue en vrai. Elle vit comme un symbole de ce que l'automobile peut être quand elle cesse d'être uniquement utile. Puis, le temps fait son travail. Il transforme les voitures en souvenirs et les souvenirs en objets de désir. À un moment, la Renault 5 Turbo cesse d'être simplement une voiture ancienne. Elle devient un artefact, quelque chose qu'on protège, qu'on restaure, qu'on photographie sous des lumières propres, presque sacrées. Et là, un nouveau twist apparaît, un twist presque cruel. Plus elle devient rare et chère, plus elle s'éloigne de ce pourquoi elle a été conçue. Parce qu'à l'origine, c'était une arme de rallye homologuée, un outil agressif, fait pour être malmené, secoué, tordu sur des routes terribles, mais l'héritage transforme l'arme en relique. On la met sous housse, on la fait rouler doucement, on la protège de la pluie, on évite les gravillons. Et quelque part, c'est triste, et quelque part, c'est logique, parce que le monde qui a permis son existence a changé. Les règlements, les normes, les attentes du public, la sécurité, l'image. Une voiture aussi radicale, aujourd'hui, serait immédiatement entourée de barrières invisibles. On lui demanderait d'être plus prévisible, plus responsable, plus poli. On lui retirerait une partie de ce qui la rend culte. C'est là que la Turbo devient un symbole d'époque. Le symbole d'un moment où un constructeur pouvait encore dire oui à une idée absurde et la produire réellement. Pas un concept car pour les photos. Une vraie voiture, avec des plaques, des clés, des factures, des problèmes de chaleur et des propriétaires qui apprenaient à la respecter. Et dans l'industrie, cette audace laisse aussi une descendance directe. Chez Renault, l'esprit moteur au mauvais endroit réapparaît plus tard sous une autre forme, comme un clin d'œil évident. L'idée de reprendre une petite voiture de grande série et d'y greffer, au centre arrière, un moteur et une violence disproportionnée. On voit bien que la marque n'a jamais complètement oublié cette folie initiale. Même quand les époques changent, même quand les budgets et les normes resserrent la gorge, l'idée de la Turbo reste là, comme un virus, dormant. Et si on recommençait? Et même au-delà de Renault, elle influence la manière dont on fantasme la sportive compacte. Une voiture courte, large, qui a l'air de porter trop de puissance pour son format. La Turbo a participé à créer cette esthétique du petit corps plus grande hanche, cette posture de sprinter, prête à bondir. Aujourd'hui encore, quand tu vois une petite sportive aux ailes élargies et à l'attitude agressive, tu peux sentir une parenté lointaine, la même envie d'avoir l'air plus dangereuse que le décor. Mais l'héritage le plus important n'est pas une forme, c'est une idée, la voiture comme événement. La Renault 5 Turbo n'est pas juste un moyen de transport performant, c'est une expérience. Elle t'oblige à être présent, elle t'oblige à écouter, à anticiper, à douter. Elle te met dans un état émotionnel que les voitures modernes essaient souvent d'éteindre pour te protéger. Elle est l'inverse du confort mental. Et c'est pour ça qu'elle est culte en France, parce qu'elle représente une relation plus brute avec la machine. En France, la voiture a toujours eu une dimension culturelle. On s'y dispute, on y rêve, on y projette des idées de liberté, de classe, sociale, d'évasion, de vacances, d'identité. La Turbo condense tout ça, mais en version concentrée, dangereuse, presque indécente. Elle prend la promesse de liberté et elle la rend risquée. Comme si elle te disait « Je peux te donner ce que tu veux, mais tu dois accepter le prix. » Et ce prix, ce n'est pas seulement le prix d'achat, c'est le prix émotionnel, l'attention, la peur, l'humilité. C'est aussi pour ça qu'elle reste vivante dans les rassemblements,
dans les événements historiques, dans les conversations. Quand une Renault 5 Turbo arrive quelque part, elle ne se gare pas. Elle apparaît, les gens se rapprochent, pas seulement pour la regarder, mais pour vérifier qu'elle existe vraiment, qu'elle n'était pas un mensonge collectif. Ils regardent les ailes, ils regardent l'arrière, ils cherchent la grille, l'entrée d'air, le détail qui dit « Oui, le moteur est là ». Et souvent, tu vois la même réaction sur les visages, un sourire et une grimace légère. Parce que c'est beau, oui, mais c'est aussi un peu grotesque, excessif, presque obscène, exactement ce mélange qui fait les mythes durables. Et puis il y a la dimension nationale, presque intime. La Renault 5 Turbo, c'est une fierté française particulière, pas une fierté polie, pas une fierté institutionnelle, une fierté de garage, de paddock, de route de montagne, une fierté de gens qui aiment quand la France ose quelque chose de pas tout à fait raisonnable. Elle est un rappel que l'ingénierie française peut être insolente, pas seulement ingénieuse, qu'elle peut faire du spectaculaire, pas seulement du pratique. Ce qui est drôle, c'est que cette voiture, née pour gagner et vendre, finit par gagner quelque chose d'encore plus rare. Une place dans la mémoire. Une place qui n'appartient plus à Renault, ni aux ingénieurs, ni même aux pilotes. Elle appartient aux histoires racontées autour d'elle. Et les histoires, justement, continuent de se multiplier avec le temps, comme si la voiture en fabriquait naturellement, parce que chacun a son anecdote. Celui qui l'a vue passer en spécial, à quelques mètres, et qui jure avoir senti l'air vibrer, celui qui en a conduit une quelques minutes et qui dit avoir eu plus peur que plaisir, celui qui a grandi avec une affiche au mur et qui, adulte, se surprend encore à chercher sa silhouette du coin de l'œil, celui qui en restaure une et qui découvre, en la démontant, que la légende n'est pas une illusion. C'est une somme de solutions, de compromis, de courage, de bricolage noble, et dans cette mécanique des souvenirs, le dernier twist est peut-être le plus beau. Plus le monde devient lisse, plus la turbo devient précieuse. Parce que la turbo incarne une époque où la voiture n'était pas encore complètement un produit numérique, une interface, une promesse de confort. Elle incarne une époque où une voiture pouvait être un peu trop bruyante, trop chaude, trop nerveuse, trop exigeante. Et ce trop devient un luxe quand tout le reste se ressemble. Voilà ce qu'elle a apporté à l'industrie, au fond. La preuve que le risque peut produire de la valeur culturelle, que l'irrationnel peut devenir un capital, que la voiture n'est pas seulement un objet qui t'emmène quelque part, mais un objet qui te transforme un peu, qui te raconte, qui te met en danger symbolique, et parfois réel. Et si aujourd'hui, dans les conversations françaises, Renault 5 Turbo déclenche encore ce petit frisson, ce mélange de satisfaction, oui, c'est bien celle-là, d'intérêt, raconte-moi encore, et d'un dégoût léger, c'était vraiment une idée malade, c'est parce que le culte n'est pas un trophée, c'est une cicatrice. La Renault 5 Turbo a laissé une cicatrice dans l'automobile française, une cicatrice brillante. Et chaque fois qu'on la regarde, on se rappelle que la France, parfois, sait fabriquer des objets qui ne demandent pas la permission.